Voilà, la crise économique de 1929 est née d'un excès d'endettement du secteur privé et d'une gigantesque bulle spéculative. C'est-à-dire que c'est parti de la spéculation financière. Et la crise économique de 1929 a été l'une des plus violentes qu'ait connue l'économie mondiale. Les conséquences sociales et politiques de cette crise ont été assez considérables. Et la crise de 1929 a provoqué un ralentissement économique au cours des années 1930, connu sous le nom de ce qu'on a appelé la Grande Dépression, pour ceux qui se rappellent encore. Voilà, cette crise est partie des États-Unis, mais ont eu des répercussions planétaires et ça a favorisé l'émergence du nazisme, notamment du nazisme allemand. C'est l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933. Donc on voit très vite la corrélation entre la crise économique de 1929 et l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933. La crise économique de 1929 constitue l'une des causes de la Seconde Guerre mondiale qui est allant de 1939 à 1945. Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de plusieurs thématiques. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ce thème t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Si tu veux te lancer dans l'investissement immobilier ou alors si tu as des proches qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, tu peux me contacter à tout moment. Si tu as déjà un bien immobilier et tu ne sais pas comment faire pour augmenter ton patrimoine, tu peux également me contacter. Si tu as un bien immobilier et que tu ne sais pas comment faire pour profiter des avantages fiscaux, tu peux également me contacter. Je vais également te dresser une stratégie pour améliorer ou alors pour baisser ta charge fiscale. Voilà. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler une fois de plus des finances. Quand nous étions à l'école primaire, non pas à l'école primaire, quand nous étions au secondaire, nous avons parcouru la crise économique de 1929. Pour dire vrai, j'ai fait ce cours, ce chapitre, mais sincèrement, je n'ai pas compris grand chose. Et je ne sais vraiment pas ce qui s'était passé. Voilà, ou alors, au moment où j'ai regardé, j'ai fait ce cours, après ce cours, je n'ai pas compris en fait ce qui s'était passé réellement, puisque on bûchait juste parce que voilà, ça va venir à l'examen, c'est tout. Mais sinon, je n'avais pas vraiment compris. J'ai donc pris sur moi de parler de la crise économique de 1929, expliquer en quelques termes, utiliser quelques termes techniques pour essayer un peu d'expliquer ce qui s'était réellement passé pour permettre à beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance de faire ce cours ou alors qui n'ont pas compris ce qui s'était réellement passé, de comprendre ce qui s'est passé. Je vais tout expliquer, la genèse, ou alors je vais t'expliquer comment, ce qui s'était réellement passé. Et voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, la crise économique de 1929 est née d'un excès d'endettement du secteur privé et d'une gigantesque bulle spéculative. C'est-à-dire que c'est parti de la spéculation financière. Et la crise économique de 1929 a été l'une des plus violentes qu'ait connue l'économie mondiale. Les conséquences sociales et politiques de cette crise ont été assez considérables.
Et la crise de 1929 a provoqué un ralentissement économique au cours des années 1930, connu sous le nom de ce qu'on a appelé la Grande Dépression, pour ceux qui se rappellent encore. Voilà, cette crise est partie des États-Unis, mais ont eu des répercussions planétaires et ça a favorisé l'émergence du nazisme, notamment du nazisme allemand. C'est l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933. Donc, on voit très vite la corrélation entre la crise économique de 1929 et l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933. La crise économique de 1929 constitue l'une des causes de la Seconde Guerre mondiale qui est allant de 1939 à 1945. La crise économique de 1929 est liée à une bulle spéculative qui a concerné la bourse et l'immobilier. Donc, la bourse et l'immobilier étaient les principales concernées. Qu'est-ce qu'une spéculation en fait? La spéculation est une opération financière ou commerciale dont le but est de profiter des fluctuations du marché, des fluctuations et des anomalies du marché pour réaliser des bénéfices. C'est ce que c'est que la spéculation. Donc, il y a beaucoup de risques. Donc, quelqu'un qui fait de la spéculation doit également calculer, doit également maîtriser le calcul des risques. Tout investisseur espère réaliser des profits. Mais la différence entre le spéculateur et l'investisseur est que le spéculateur pense réaliser des profits très vite et dans des proportions assez importantes. Pour cela, il doit prendre des gros risques. Et ces pertes, naturellement, si tu veux spéculer, tu dois prendre des risques. Et si tu prends des gros risques, tu dois également être prêt à supporter des grosses pertes. Voilà. Et comme tu gagnes gros, c'est aussi comme ça que tu peux perdre également gros. C'est ça la spéculation. L'euphorie des années 1920, parfois surnommée les années folles, a provoqué une hausse des prix des actions en bourse. Donc, il y a eu une forte dynamique en 1920 et l'évolution de la hausse de ces titres boursiers, l'évolution de la hausse des prix des actions en bourse a attiré, n'est-ce pas, plusieurs spéculateurs qui espèrent faire des gains faciles et rapides. Ce qui a donc poussé des sociétés financières et des simples investisseurs, des particuliers, des personnes privées, n'est-ce pas, à s'endetter pour investir en bourse. Par exemple, si j'emprunte 6 € à la banque pour acheter une action à 6 € et que son cours boursier augmente et que je peux la revendre à 17 €, la vente m'a fait gagner 17 € moins 6 €, c'est-à-dire j'ai fait un gain de 11 €. Avec ces 11 €, je peux rembourser mon prêt à la banque sans problème et j'ai donc un gain de 5 €, c'est-à-dire 11 € moins 6 €. Donc, je fais un gain de 5 €. Si beaucoup d'acteurs se mettent à spéculer et à acheter des titres fonciers, les prix de ces derniers vont augmenter, ce qui va également attirer encore plus d'investisseurs. Donc, plus les prix augmentent, plus ça attire les investisseurs. Donc, un cercle vicieux donc, qui se forme et qui gonfle les prix. Ça, c'est une augmentation artificielle des prix au-dessus de leur valeur. C'est-à-dire que je veux dire, le fait que les prix augmentent et ça attire les spéculateurs, ça fait également que une bulle se forme, comme une bulle de chewing-gum. C'est-à-dire que c'est une bulle artificielle. Donc, les prix gonflent, mais ce n'est pas en fait les prix réels. Ce sont des prix, des prix, comme je dis, c'est une bulle comme du chewing-gum. Donc, ce n'est pas vraiment solide. Ça peut exploser à tout moment. C'est ce qu'on appelle une bulle spéculative. Si on prend donc l'exemple de la bourse de New York en 1920, les cours de la bourse de New York ont été multipliés par 3 entre 1920 et au début des années 1929, ce qui donc correspond à une hausse annuelle d'environ 12% en moyenne, ce qui est énorme. Et comme tout à l'heure, j'ai parlé d'une bulle artificielle, la hausse des cours n'est jamais éternelle, puisque quand ça monte, les prix montent, à un moment donné, ça atteint le summum et ça change de sens. Donc, quand quelques spéculateurs commencent donc à vendre leurs titres boursiers, par peur que la bulle n'éclate, parce que quand ça gonfle, à un moment, chaque spéculateur commence à avoir peur et tout le monde veut vendre. Comme ils ont peur que la bulle n'éclate, les prix des actifs financiers vont alors en sens inverse, c'est-à-dire que les prix commencent à chuter. Chacun tente alors de revendre ses actions le plus vite possible pour perdre le moins d'argent possible et ce qui a entraîné donc un crash boursier.
C'est ce qui s'est produit en octobre 1929 et plus précisément le jeudi 24 octobre, ce qu'on a surnommé le jeudi noir, pour ceux qui se rappellent encore. Je crois que j'avais également, lorsque je faisais encore le lycée, j'ai entendu parler de ce jeudi noir, c'est l'expression qui était restée. Mais c'est exactement, ça s'est vraiment passé, c'était le 24 octobre 1929, on appelait ce jeudi noir. Le crash boursier donc touche tout d'abord le monde de la finance, c'est d'abord financier. Les spéculateurs sont ruinés par la chute des cours et ne peuvent et sont incapables donc de rembourser aux banques l'argent qu'ils avaient emprunté pour spéculer, c'est clair. Ils prenaient l'argent pour spéculer et ce qu'ils devaient gagner là-bas, ils devaient prendre une partie, rembourser la dette et le reste donc empoché. Par exemple, si j'emprunte 6 € à la banque pour acheter la même action que précédemment, mais que cette fois-ci, son coût baisse et que je la vends à 4 €, je perds de l'argent. C'est logique, c'est clair. Avec mes 4 € en poche, je n'ai donc pas suffisamment d'argent pour rembourser le prêt que m'avait accordé la banque. Donc, je ne peux pas rembourser ma dette à la banque. J'ai pris 6 € et je n'ai que vendu à 4 €. J'ai fait déjà une perte de 2 €. Les banques donc sont poussées vers la faillite parce que si les spéculateurs n'arrivent pas à rembourser, les banques font faillite. Puisque les banques sont en faillite, les banques ne peuvent donc plus financer les entreprises et les épargnants sont ruinés. La crise financière se propage quitte donc du monde financier pour donc attaquer l'économie réelle. La crise financière se propage donc à l'économie, ça part des finances et pour attaquer donc le monde de l'économie réelle. C'est là donc qu'une crise économique déclenche et cette crise sera donc très violente. Les ménages consomment donc moins puisque leurs revenus et leurs richesses ont diminué. Cela réduit les débouchés des entreprises et beaucoup d'entreprises licencient beaucoup d'employés et font faillite. Elles sont obligées de faire faillite parce que non seulement elles ne peuvent pas produire, elles ne peuvent pas recevoir des crédits, des financements des banques et bienvenue le chômage. Le chômage de masse apparaît alors. En 1933, nous sommes dans la crise économique proprement dite. Un Américain sur 4, c'est-à-dire 25% des Américains n'ont pas de travail et donc n'ont pas de revenus ou alors ont très peu de revenus. Au cours des années 1930, les assurances chômage n'étaient pas développées comme c'est le cas actuellement. Si une personne perdait son emploi à ce moment-là, elle se retrouvait tout simplement sans revenu. Cette situation a provoqué de larges mouvements d'humeur aux États-Unis et de nombreux Américains se sont lancés sur les routes afin de trouver un emploi et de quoi se nourrir. C'était extrêmement difficile. Cette situation est évoquée dans le célèbre roman de John Steinbeck en 1939 et le titre de ce roman c'est « Les raisins de la colère » publié en 1939. Tu peux lancer un coup d'œil. Dans ce roman, j'ai pris quelques passages, à savoir les émigrants déferlaient sur les grandes routes et la faim était dans leurs yeux et la détresse était dans leurs yeux. Ils n'avaient pas d'argument à faire valoir, pas de méthode. Ils n'avaient pour eux que leur nombre et leurs besoins. Quand il y avait de l'ouvrage pour un, ils se présentaient à 10. 10 hommes se battaient à coups de salaire réduit. Si ce gars-là travaille pour 35, moi je marche à 25. Il accepte 25, je le fais pour 20. Attendez, c'est que j'ai faim, moi. Je travaille pour 15 cents, je travaille pour la nourriture. Prenez-moi, je travaille pour un morceau de viande. Bonne affaire, les salaires baissaient et les coûts se maintenaient. Les grands propriétaires se frottaient les mains et envoyaient de nouveaux paquets de prospectus pour faire venir encore plus de monde. Les salaires baissaient sans faire tomber les prix. D'ici peu, nous serons revenus au temps des serfs. John Steinbeck, Les raisins de la colère, 1939, chapitre 21. La crise économique de 1929 débute donc aux États-Unis d'Amérique et à partir de 1930, elle se propage à d'autres pays et notamment en Europe. Malgré une décennie de prospérité économique, les économies européennes souffrent de nombreux déséquilibres financiers et monétaires dus à la Première Guerre mondiale. Ils n'ont pas encore fini de résoudre les problèmes de la Première Guerre mondiale. Plusieurs pays d'Europe connaissent alors des crises bancaires marquées par la faillite d'une grande institution bancaire, notamment le Credit Anstalt en Autriche. Ces faillites contribuent à installer la dépression en Europe. La crise économique est partout dans le monde, amplifiée donc par la montée du protectionnisme et le recul des échanges internationaux.
Chaque pays soucieux de protéger son économie et d'agir en représailles aux politiques commerciales des autres nations augmente les droits de douane et se ferme progressivement aux autres pays, ce qui est de bonne guerre. Quand ça ne va pas, je ferme d'abord mes frontières, j'essaie d'abord de sécuriser mon intérieur, chercher d'abord à survivre. Face à la crise, le président américain Hoover conduit une politique économique libérale qui consiste à laisser les entreprises faire faillite sans intervention de l'État. La conséquence a été une aggravation de la crise. À la suite de l'élection du président Roosevelt en 1932, les États-Unis d'Amérique mènent une politique de relance économique qu'on a appelée la Nouvelle Donne, c'est-à-dire, ou alors en anglais, de New Deal. C'est-à-dire que l'État finance des programmes d'aide sociale, de construction, de routes, de barrages, etc., qui ont augmenté dans le pouvoir d'achat des particuliers et donc qui a relancé la consommation et la croissance. C'était donc une bonne stratégie. Voilà, je vais donc m'arrêter à ce niveau. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que tu as pu profiter de mes connaissances. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Si tu souhaites, n'est-ce pas, regarder régulièrement ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.